la séance du conseil municipal du 18 décembre. Comme à l'accoutumée, on va désigner un secrétaire de séance qui est donc la plus jeune. Et ce privilège revient à Anne Filippetti, si vous en êtes tous d'accord. Oui. Béatrice Bonfion-Chiavassa. Présente. Daniel Gouéran. Présent. Sonia Bourreni-Marcelli. Elle a un petit peu de retard, elle arrive. Joanne Michelosi. Présent. Marielle Veuillet. Présent. Éric Desailles. Présent. Rola Andraos. Présente. Dominique Chêne. Présent. Marie-Dominique Bagous. Présent. Guillaume Volant. Présent. Claire Parère. Présente. Sandra Vesperini. Procuration à Stéphane Tardif. Rodolphe Lemaire. Présent. Fatma Touel-Clémente. Procuration à Joël Albanese. Florent Alfornel. Procuration à Roland Andraos. Nicole Ferréos. Stéphane Tardif. Présent. Joël Albanese. Nathalie Aubrieux. Procuration à Marielle Veuillet. Guillaume Cordoba. Procuration à Béatrice Bonfion-Chiavassa. France Lefort. Présent. Christophe Casa. Présent. Solange Aruta. Louis Foin. Procuration à David Gouéran. Anne Filippetti. Présente. Olivier Pinson-Duchel. Présent. Martine Iobé. Présent. Christophe Neuville. Présent. Dominique Flao. Présent. Bernard Targola. Présent. Frédéric Solnon. Présent. Annie Dier. Procuration à Olivier Pinson-Ducel. Denis Paris. Procuration à Dominique Flao. Merci beaucoup. Le quorum étant atteint, la séance est donc ouverte. Je vous demande donc l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 27 novembre 2023. Y a-t-il des remarques, des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Nous passons donc à l'information du conseil municipal. Donc avec le compte-rendu des décisions prises en vertu de la délégation du conseil municipal du 16 juillet 2020. Donc avec la numéro 2023 de 110 à 115. Vous trouverez là donc la désignation des sociétés dans le cadre de la construction d'une maison du bel âge à Fuveau. Ensuite, la 2023-116, signature de l'avenant numéro 2 au contrat de location à usage de garage 6 rue Barthélemy Niolon avec M. Targobla Bernard, modifiant l'article 4, loyer charge, ajout d'un forfait mensuel de 33 € pour la consommation électrique à loyer principal. Numéro 2023, 117 à 118, c'est une désignation des sociétés citées ci-dessous dans le cadre de la construction d'une maison du bel âge à Fuveau. Cela concerne les lots de chauffage, ventilation, plomberie, climatisation et de menuiserie extérieure. La 2023-119, signature de l'avenant numéro 1 au marché public à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec Auriel AMO, Charles Delaunay, dans le cadre de la requalification et l'agrandissement du groupe scolaire de la Barque, prorogeant la durée du marché jusqu'au 31 décembre 2025, et en modifiant l'article 9, prix et modalités de paiement du cahier des charges, et d'actualiser les prix selon les modalités suivantes. Prix actualisé égale prix initial multiplié par l'index connu à la date de la facturation des prestations. C'est un index de la date de fixation du prix dans l'offre. Puis l'index retenu est ING de l'INSEE. ING connu à la date de réponse à l'AO. Publication 22 novembre 2019, 116.7. 2023-120, signature de l'avenant numéro 2 au marché public à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec Auriel AMO, Charles Delaunay, dans le cadre de la requalification et l'agrandissement du groupe scolaire de la Barque, portant sur la modification des statuts de la société Auriel AMO, qui devient la société coopérative SARL Scope Paradigme Bleu. Numéro 2023-121, signature de l'avenant numéro 1 au marché adapté avec la société Eurovia, suite à des prestations non prévues au marché et à des prestations en plus-value et en moins-value dans le cadre des travaux de requalification de la voirie de cheminement piéton chemin de Saint-François pour un montant de 116 827,51 € hors taxe.
avec un marché initial de 1 685 330,65 € hors taxe, plus cet avenant numéro 1, donc le montant total du marché s'élève désormais à 1 802 161,16 € hors taxe. La 2023-122, versement d'une indemnité de 20 000 € hors taxe au groupement AT Architectes, mandataire du groupement ayant participé au concours pour la démolition et la reconstruction du groupe scolaire de La Barque. Numéro 2023-123, c'est le renouvellement de la convention avec la commune de Châteauneuf-le-Rouge pour la mise à disposition de 2 agents du service technique de FUVO et d'une nacelle pour des opérations ponctuelles d'installation et d'enlèvement d'illumination. La commune de Châteauneuf-le-Rouge prendra en charge le montant des salaires, primes, indemnités et charges sociales au prorata du temps de mise à disposition et le montant des frais afférents au déplacement et aux véhicules, à raison d'un forfait journalier de 360 €. Numéro 2023-124, signature d'un marché adapté avec la société Scope Ecobati dans le cadre de la construction d'une maison du Bel Âge. C'est le lot numéro 3, béton de chambre, pour un montant de 53 051 € hors taxe. La 2023-125, désignation de la société Sud-Est Prévention pour la mission de contrôle technique dans le cadre de la démolition-reconstruction de l'école de la Barre pour un montant de 20 885 € hors taxe. La 2023-126, signature d'un contrat avec la société Concept Spectacle Production à l'occasion du spectacle pyrotechnique du 7 janvier 2024 pour un montant de 9 000 € TTC, versement d'un acompte de 30% à la signature de contrat, solde à réception de la facture définitive. Numéro 2023-127, versement d'une indemnité de 20 000 € hors taxe au groupement Unique Architecture, ayant participé au concours pour la démolition et la reconstruction du groupe scolaire de La Barque. Cette présentation ne donne pas lieu à vote s'agissant d'une simple information. Je suis à votre disposition si vous aviez des questions. Et Martine. Juste, on avait une question sur la date du 7 janvier. Est-ce qu'il y avait, c'était par curiosité, on veut savoir s'il y avait quelque chose de particulier ce jour-là pour avoir choisi cette date-là. Voilà. C'est la veille de la rentrée scolaire. Ah, c'est la veille de la rentrée scolaire. Absolument. D'accord. Comme l'année dernière, on avait fait la veille de la rentrée scolaire. Ok. Comme j'ai plus d'enfants, alors je t'avoue que les rentrées scolaires. Vous n'avez pas d'autres questions? Du coup, on passe aux délibérations, aux autres délibérations. Donc, à 2.1, donc c'est l'actualisation de la tarification des salles communales qui vous est présentée par Sonia. Alors, actualisation de la tarification des salles communales. Il est proposé à l'Assemblée générale délibérante, d'actualiser la tarification des salles communales comme proposé dans les tableaux ci-dessous. Donc il y a un tableau des colonnes pour les fuvelières, associations particuliers et non fuvelières, associations et particuliers. Puis tarification professionnelle, Bastide Vitalis, entreprise, coaching, auto-entrepreneur, etc. Donc salle 1, espace partagé, et salle 2, salle de réunion. Ces tarifs actualisés seront applicables à compter du 1er janvier. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante de modifier le règlement intérieur salle communale comme indiqué. Merci, bonjour. Bonsoir. Une question concernant la Bastide Vitalis, est-ce qu'on peut en savoir plus? Comment ça va fonctionner? Donc je suis quelqu'un qui veut louer une salle à titre personnel ou pour une réunion, la salle de réunion. Est-ce qu'il y aura un site de réservation? Il faut passer par l'accueil de la mairie? Alors cela va vous être proposé au conseil municipal de janvier, justement sur le règlement intérieur. Mais effectivement, si vous êtes un particulier, pour l'instant vous ne pourrez pas le louer puisque la consultation des Fuvelins il était ressorti une volonté d'avoir un open space avec du coworking. Donc c'est la raison pour laquelle nous répondons à la demande des Fuvelins, donc au premier étage. Et ensuite, en salle numéro 2, vous aurez une salle de réunion qui sera où on pourra, en fait, si vous voulez, réserver cette salle si vous êtes association ou professionnel. Donc
si je suis professionnel et que je souhaite réserver la salle, Oui. comment ça fonctionne? Il y a des horaires d'ouverture, il y aura quelqu'un qui va gérer le... Absolument. Ça va faire comme les Absolument. autres salles en fait. Il faudra juste que vous nous donniez votre cabis pour justifier de votre... D'accord, mais donc il y aura quelqu'un sur place qui va gérer... Non. Non, ça va faire comme les autres salles, c'est-à-dire que vous avez un bip qui vous permet d'accéder aux salles. D'accord, mais donc si je suis une entreprise, il faut que je passe à l'accueil de la mairie pour Ah oui. récupérer le bip. Absolument. D'accord. Et question suivante, c'est sur les tarifs. Comment est-ce qu'ils ont été définis? En consultant l'ensemble des sites de coworking, justement, dans les différentes villes et dans les différents villages. Et donc, nous nous sommes inspirés fortement de ce qui était fait ailleurs. Les tarifs là, ils sont hors taxe? Ou ils sont TTC? Ils sont TTC. Ils sont TTC. Hum. D'accord, et donc on aura une présentation détaillée au conseil municipal? Oui, tout à fait, dans le règlement intérieur, absolument. D'accord. Merci. Je vous en prie. On passe au vote. S'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre, qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe ensuite à la 2.2 avec l'actualisation de la tarification de l'occupation du domaine public qui nous est présentée par Guillaume Volant. Il a été proposé à l'Assemblée délibérante d'actualiser la tarification de l'occupation du domaine public. Même si tu as une belle voix. C'est gentil. Gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Pour les manifestations type marché nocturne, braderie, foire, marché des producteurs, comme proposé sur les tableaux ci-dessous. Donc des tarifications avec fluide ou sans fluide au mètre carré, et puis une tarification d'occupation forfaitaire du domaine public pour les associations qui géreront ces espaces. Ces tarifs actualisés seront applicables à compter du 1er janvier 2024. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'actualiser les tarifs de l'occupation du domaine public comme indiqué ci-dessus, de dire que ces tarifs actualisés seront applicables à compter du 1er janvier 2024. Voilà. Une question, Guillaume. On ne comprend pas la différence entre le tableau de gauche et le tableau de droite, enfin, Oui. sur l'annexe. Alors, c'est quoi? C'est des cibles différentes? Oui. C'est pas les mêmes... c'est pas les mêmes cibles. D'accord. En fait, sur la gauche, c'est quand nous organisons un événement, et à ce titre-là, nous louons les places à, prenons la première ligne, en soirée 10 € les 2 mètres carrés et 5 € le mètre supplémentaire. Donc c'est un forain qui vient vendre du miel, C'est ça. du vin. C'est ça. Et la colonne de droite, donc tarif occupation forfaitaire du domaine public, c'est quand une association gère le domaine public. Donc à ce titre-là, on la louera, le volume entier, à cette association pour la somme modique de 10 € jusqu'à 200 €. Ah, pour 10 €, je loue tout le gros. Pour 20 €, tout le petit T. Oui. Tout l'espace correspondant au petit T. Ah d'accord, c'est pour une association. Ouais. Association fusionnelle. Et une association. C'est parce qu'il a Le petit T, c'est le gros. Oui. Non, et le Non, gros, non, c'est- non, il y a Le petit T, c'est que voilà. Vous avez derrière. Ah oui, d'accord. C'est bon. Moi j'avais juste une question. On avait voté l'occupation du domaine public il y a quelque temps. Là. On avait parlé des forains. Est-ce que ça a Lesquels? avancé Lesquels? Les forains qui viennent le 14 juillet ou qui viennent... Les manèges. Les manèges. Non. On n'a pas avancé sur le sujet. D'accord. C'est un autre sujet. Donc Mais je- ça fait partie de la même... Ça fait partie d'une dénomination qui s'appelle occupation du domaine public. D'accord. Parce qu'on avait une commission aussi, je crois, non de... Il y a une commission où on avait discuté Oui, des échafaudages, des cirques, oui, des marchés, oui, c'est ça. des manèges. D'accord. Ouais. Mais on va avoir une délibération aussi plus tard sur... qu'est-ce qu'on parle là? Qu'est-ce qu'on fait?
Ah oui, les marchés. Les marchés. On va avoir une modification sur les marchés, donc on va faire ça par bloc, c'est plus simple que de faire ça d'un seul complément. Ah, d'accord. Donc il n'y a plus de commission. Bah si, mais ça n'empêche pas de réunir la commission avant la délibération. Non, mais c'est... Là, en l'occurrence, on traitait de tout, là, ça ne traite pas. la loi demande, là jusqu'à maintenant, la commune de Fuveau mettait à disposition gratuitement le domaine public. D'accord. Ce qui n'est pas conforme à la loi. Nous devons louer, même si c'est symbolique, le domaine public à une association. Nous n'avons pas le droit de le faire gratuitement. C'est la raison pour laquelle nous passons cette délibération. Donc je reviens au cas de l'association, où je ne sais pas, le marché de Noël, c'est l'association des commerçants. Oui. Donc eux, ils vont payer, je ne sais pas, pour tout le week-end, ils vont payer, c'était quoi, le Grand thé, le grand thé. Ils ont payé 200 €. Et en plus, tous les forains qui avaient loué 2 mètres linéaires, 3 mètres linéaires. Non. Première fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est nous qui gérons. D'accord. La code de gauche, c'est nous qui gérons. D'accord. Nous facturons chaque exposant. Un marché nocturne, par exemple. D'accord. Donc tu as 20 exposants, tu factureras 20 fois le week-end, 70 € les 2 mètres carrés. Et donc si les commerçants organisent eux. Si les commerçants, donc l'association des commerçants, au cœur de vie organise une manifestation, elle louera pour la modique somme de 200 € le week-end et elle facturera, elle, 16 stands. D'accord, au tarif qu'elle veut. Elle a fixé, d'accord, indépendamment de ce qui est défini dans le tableau de gauche. Absolument. D'accord, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La 3.1, donc c'est Sonia Marcelli pour la subvention à l'association Cercle Saint-Michel pour l'exercice 2023. On va sortir. Nous vous autorisons à sortir bien l'argent et nous vous remercions, ainsi que M. Desailles qui est donc trésorier. Subvention à l'association Cercle Saint-Michel, exercice 2023. Une association à ce jour a déposé un dossier valide de demande de subvention. Ce dossier a été instruit et fait l'objet de propositions de subvention suivantes. 5 000, alors, en 2022, 5 000 € et en 2023, 5 000 €. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention de fonctionnement sur l'exercice 2023 à l'association Cercle Saint-Michel. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Puis on a besoin d'Éric puisque c'est sa délibération concernant les finances et la décision modificative sur le budget général de la commune. Merci. Donc, afin de régulariser certaines écritures comptables et d'ajuster les prévisions, il convient de modifier les prévisions de crédit du budget principal de la commune, tout en respectant son équilibre. Vous avez en recette d'investissement et en dépenses d'investissement un total de 147 117 €. Le détail vous est indiqué. Voilà, donc cette décision modificative s'équilibre à 144 117 € en dépenses et en recettes d'investissement. Proposer à l'Assemblée délibérante d'autoriser les virements de crédit tels que présentés ci-dessus et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Est-ce que vous avez des questions? Ça marche. Bonsoir. Donc je comprends que là essentiellement on vient régulariser la réception des subventions. Exactement. Qu'on a sur l'année. Ok, on a une longue liste. Et en bas, par contre, c'est des opérations d'ordre, c'est ça, les chapitres articles Exactement, ce sont les dépenses qui sont faites pour la métropole et remboursées ensuite par la métropole. Et
donc, comme on a reçu les subventions, on n'a pas besoin d'emprunter. Exactement. Cette année. Exactement. Je sais qu'on est en discussion avec quel organisme, j'ai oublié le nom. La Banque des Territoires, c'est ça. La Banque des Territoires qui nous ont fait entendre que les taux d'intérêt seraient plus intéressants l'an prochain. Comme voilà, on n'avait pas forcément besoin d'emprunter cette année, on va plutôt attendre l'an prochain. Et du côté des dépenses, alors c'est toujours... là on augmente un peu les dépenses d'investissement alors qu'au total on ne va pas forcément tout consommer, mais c'est parce que sur ces lignes-là on avait besoin de s'ajuster. Exactement, c'est ça. Ok. On ne fait pas le moins sur les autres, mais on fera le... Ok, c'est clair. Merci. Merci à vous. Il n'y a pas d'autres questions? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ah pardon. Qui s'abstient? Pardon. Excusez-moi. Donc vous êtes 4 à vous abstenir. Non, 5, 6. Allez. Ça marche. Merci beaucoup. Le 3.3. Donc on en est à la subvention exceptionnelle attribuée à l'amicale du personnel de la ville de Fuveau. Et donc à la demande de ses représentants du personnel, c'est une délibération qui est assez classique, que vous avez déjà voté. Les principes et les modalités ont été validés par le comité technique et l'idée c'est de donner une récompense pour tous les agents qui ont 25 ans de service ou 35 ans de service ou même des départs à la retraite. Donc en l'occurrence là, on vous demande de voter 2 agents à 180 € pour 25 ans de service, 5 agents à 250 € pour 35 ans de service. Les agents de la commune de Fuveau sont très fidèles. Et le départ à la retraite, 3 agents à 400 €. Donc il vous est demandé d'octroyer une subvention exceptionnelle pour 2 810 € à l'amicale du personnel pour récompenser 10 agents. Je suis à votre écoute. Oui, Madame Fleur. Les départs en retraite vont être compensés ou pas dans ce cas-là? Alors là, en l'occurrence, oui. Absolument. S'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, le 3.4, c'est Eric pour l'approbation de l'avenant numéro 6 à la convention de gestion pour les ZAC. On t'écoute. Et le tourisme, pardon. Merci. Donc c'est une délibération que l'on repasse chaque année. Donc suite à l'entrée en métropole, les responsabilités, enfin donc c'est la commune la métropole a récupéré notamment tout ce qui est zone d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, compétences. Merci, c'est un peu cherché. Portuaire et aéroportuaire. La commune en a gardé une convention a été passée. Une convention a été passée afin que ce soit la commune qui gère notamment le tourisme sur Fuveau. Donc globalement, création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire. Donc une convention depuis 2017 qui est renouvelée tous les ans. Et donc cette libération consiste à renouveler encore pour l'année 2024 cette convention. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver l'avenant numéro 6 à la convention de gestion 17-1068 de la compétence création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire entre la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Fuveau et d'autoriser Madame le maire à le signer. Est-ce que vous avez des questions? Alors, pas vraiment de questions sur cette extension qui est une reconduction, mais peut-être une question pour notre représentante à la métropole, pour savoir où on en est dans les discussions. Est-ce qu'on va continuer à étendre, ou bien est-ce que vous avez commencé à travailler au niveau de la métropole sur la prise de la compétence? Pour le moment, ce n'est pas le sujet. Donc pour l'instant, on reconduit des conventions de gestion. Après, c'est effectivement des discussions qui sont en cours avec la métropole, comme vous le savez. C'est une jeune métropole qui ne demande qu'à grandir.
Et on l'accompagne justement dans cette construction. Et l'idée, c'est de ne pas trop la charger. Donc, avec ces conventions de gestion, au niveau de la commune de Fulbon, en tout cas, tout se passe bien. Donc, on continue de le faire pour permettre à la métropole de grandir plus sereinement. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La 3.5 concerne la restauration de la chapelle Saint-Michel. Et donc, en l'occurrence, des demandes de subvention. Donc, c'est Eric qui va nous les présenter. Ah, c'est Dominique, pardon. Excuse-moi, Dominique. Pardonne-moi. Ça marche? Ça marche. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit d'un vieux dossier. Nous sommes très heureux de pouvoir arriver à ce stade aujourd'hui, puisque c'est un dossier qui date de 2008. Il concerne la restauration de la chapelle Saint-Michel, qui est chère au cœur de toutes les Fuvelaines et tous les Fuvelins. Le projet de la restauration de la chapelle Saint-Michel est maintenant abouti. Nous avons fait appel à un architecte du patrimoine, comme vous le savez, M. Bromèche, et depuis l'an passé, à une assistante maître d'ouvrage, Mme Audin, qui nous a bien fait progresser dans la formulation de ce dossier. Le permis de construire, donc modificatif, a été déposé, et il nous a communiqué l'estimation des travaux à réaliser pour restaurer et mettre en œuvre ce monument. Le montant des travaux envisagés s'élève à 303 061,50 € hors taxe. Le plan de financement de cette opération serait subvention de la DRAC, 30%, 90 918 €. Subvention de la région, 20%, 60 612 €. Subvention du département, 25%, 75 765 €. Commune, 22,36 €, 67 766 €. Et la Fondation du patrimoine, qui avait été mandatée pour récolter des dons depuis une dizaine d'années également, a déjà récolté 8 000 €. Donc, nous serons reversés quand nous aurons commencé les travaux. Donc, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le plan de financement prévisionnel détaillé ci-dessus, de solliciter une participation financière la plus élevée possible auprès de toutes les collectivités, les services de l'État et la Fondation du patrimoine citée ci-dessus, et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Les travaux consistent en quoi? C'est la toiture, les murs, l'intérieur? Ouais. Il y a ça va se passer en deux tranches. La première tranche sera la tranche extérieure, c'est-à-dire la réfection de toutes les élévations, la reprise de tous les joints, la création d'une calade en surface. Une calade, c'est un empierrement ou une dalle qui viendra stopper les infiltrations d'eau par-dessous. Ça, c'est pour la partie extérieure, tous les joints. Le toit également qui sera refait avec la création de génoises. De génoises en pierré d'ailleurs, qui ne seront pas des génoises en tuiles, ce sera des génoises en pierre, c'est plus dans le style du pays. Et la deuxième tranche de travaux, ce sera la partie intérieure, donc avec le dallage qui sera repris tel quel, et la réflexion donc des élévations intérieures et des enduits, avec la protection de ce qui est le plus ancien, et notamment une croix de consécration qui date du XIIIe siècle, et qu'on va essayer de mettre en valeur. La porte également sera refaite dans le même style que celle qui existe actuellement. Et devant la chapelle, on projette, c'est dans le permis de construire modificatif, on projette de faire un petit parvis, si vous voulez, une zone qui sera un peu différenciée de la terre battue,
une espèce d'empirement un peu plus élégant, disons, voilà. Donc c'est des travaux qui auront lieu sur 2 ans. Si tout va bien, ça devrait démarrer fin 2024 pour la première tranche, et la deuxième tranche en 2025. Merci Dominique. Et qu'est-ce qui explique les 15 ans Les 15 ans de retard, disons, c'est que l'administration, étant donné que la chapelle Saint-Michel est un monument historique, l'administration n'était pas toujours d'accord avec la manière dont on envisageait la restauration, et de négociation en négociation, on est arrivé, je pense, à un accord final qui convient à tout le monde, et qui nous, surtout dans cet accord-là, il nous obligeait, précédemment sur les permis qu'on avait déposés, il nous obligeait à faire des fouilles extérieures de manière importante, avec un coût de fouille nettement supérieur au coût des travaux. Donc il fallait absolument trouver une solution pour éviter qu'il y ait des fouilles supplémentaires qui soient faites. Et c'est ce qu'on a trouvé en faisant avec l'architecte et l'AMO, en faisant une escalade, ce qu'on appelle une escalade superposée au terrain actuel, sans avoir à défoncer le sol. Il faut savoir qu'à l'extérieur de la chapelle, les fouilles précédentes, les premières fouilles, les fouilles de reconnaissance, ça a un nom particulier, les premières fouilles, qui ont eu lieu en 2012, faisaient chiffrer à peu près à 200 le nombre de sépultures à l'extérieur de la chapelle, donc à proximité de la chapelle, et à 60 à l'intérieur. Le fait de décaisser un petit peu le niveau pour remettre à plat ou décaisser de quelconque, supposer qu'on allait découvrir des sépultures donc, qui sont à ras du sol. Donc c'était impossible de faire ça sans faire des fouilles préliminaires. Donc en repartant sur un projet où la calade justement est en surface, il n'y a pas besoin de... Voilà, on va laisser le terrain tel qu'il est, et les sépultures qui seront là, on ne va pas y toucher, on sait qu'elles existent, on sait qu'elles sont là. Il y a eu des fouilles déjà préparatoires, on sait qu'elles sont là, mais il y a beaucoup de désordre, et ça nous évite des coûts supplémentaires qui, à mon avis, n'étaient pas forcément utiles, puisqu'on aurait fait des fouilles, on aurait eu de belles conclusions, et après on aurait tout rebouché et remis en état. Donc, c'est pas forcément utile d'aller trouver des fémurs, des omoplates qui auraient coûté très cher à dater, et voilà. Donc on laisse les morts en paix. On connaît la date des sépultures, pas du tout. La chapelle est estimée comme avoir été bâtie sur des fondations anciennes, mais c'était du XIe siècle. Ensuite, il y a eu des inhumations là-bas à la chapelle Saint-Michel jusqu'au XVIIe siècle. Je vous conseille de visiter un site historique de Fuveau qui s'appelle fuveau.net, vous aurez plus de détails. Merci Dominique pour toutes ces informations précieuses sur le patrimoine de notre village et l'histoire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc on passe maintenant à la 3.6 pour une demande d'aide financière pour l'acquisition foncière et immobilière auprès du département des Bouches-du-Rhône. Vas-y. Donc c'est une demande d'aide financière, c'est pour la parcelle BE 48 qui est rue de la République, pour l'acquisition d'un bien immobilier qui avait déjà été passé, hein, c'est ça, qui a déjà été passé. La raison pour laquelle on le repasse, c'est parce que les frais
Oui, ça c'est la demande de subvention. Ah, sujet de subvention, excusez-moi, je mélange les pinceaux. C'est pas grave. On aurait pu le faire en même temps. Bon, donc c'est la demande de subvention pour l'acquisition immobilière. On va demander 60% au département, donc 270 000 euros. La part communale sera de 40% pour 180 000 euros. Il est demandé à l'Assemblée délibérante d'approuver le plan de financement prévisionnel, de solliciter une aide financière la plus élevée possible auprès du département des Bouches-du-Rhône au titre de l'aide aux acquisitions foncières et immobilières et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Monsieur David. Oui, bonsoir. Bonsoir. Effectivement, nous avions échangé dans un précédent conseil autour de cette délibération, donc, qui rejoint effectivement la suivante, sur la position, la 4.1. Donc nos remarques valent pour les deux délibérations. Okay. On pourrait faire un copier-coller sur le PV. À l'époque, effectivement, on avait émis des réserves sur le montant de cette opération. 150 000 euros, alors même si il y a une subvention du département à hauteur de 60%, c'est sans doute une bonne opération en termes de promotion immobilière, mais est-ce la vocation de la commune de faire la promotion immobilière pour augmenter son pourcentage de logements sociaux? Je pense qu'il faudrait plutôt construire des logements neufs que de transférer des logements privés vers les logements sociaux. Et compte tenu du montant, 450 000 euros, effectivement, on avait émis aussi quelques interrogations par rapport à l'équilibre et à la durée relativement longue, même si vous nous aviez indiqué à l'époque le montant du bail commercial et le montant du loyer d'appartement. Pour autant, on est sur une durée on est sur une opération qui va s'amortir sur une quinzaine d'années. Donc voilà. Le sentiment que ce n'est pas tout à fait la vocation de la municipalité, en tout cas de la mairie, de procéder à ce type d'opération sur ce montant-là. Encore une fois, c'est surtout le montant qui nous interroge, puisque on a voté favorablement pour d'autres opérations, notamment qui ont permis effectivement la remise en service de commerce, mais sur des montants qui étaient plus raisonnables que celui-ci. Voilà. C'est le montant qui m'interroge. Au-delà de ça, je m'interroge, mais c'est sans doute pas le lieu pour cela, sur la manière dont le département subventionne ce type d'opération. Je pense que le département a d'autres compétences sur lesquelles il pourrait effectivement sans doute aller plus loin, plutôt que soutenir des opérations immobilières. Je vous laisse la responsabilité de vos propos concernant le département, effectivement. Concernant la loi climat et résilience, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec le zéro artificialisation nette qui nous incombe aujourd'hui. Donc quand vous me dites qu'il vaudrait mieux construire que de racheter de l'ancien, je pense qu'on peut faire les deux. Voilà, je pense qu'il est nécessaire de faire les deux et qu'on ne peut pas aujourd'hui ne faire que construire. Et la loi est là pour nous le rappeler. Donc nous respectons la loi en tant qu'élu de la République. Par contre, quand vous me dites qu'on fait de la promotion immobilière, ce n'est pas le cas. La promotion immobilière, ça voudrait dire qu'on fait construire et qu'on revend pour s'enrichir. Ce n'est pas le cas. Par contre, on augmente le patrimoine des Fuvelins en rachetant un immeuble qui, effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, abrite un commerce pour l'école de conduite française, pour ne pas la citer. Et je pense qu'il est important de garantir et de promouvoir le commerce fuvelin dans le centre-ville. C'est la raison pour laquelle nous rachetons également. Et effectivement, étant donné qu'il y a un appartement, nous le mettrons à la disposition des demandeurs de logements sociaux à Fuveau. Je ne pense pas outrepasser les compétences ni le rôle de notre commune, mais bien de conserver le patrimoine fuvelin et de l'embellir. Et juste au passage, ça augmentera aussi le montant de nos recettes. C'est pas mal quand on est un petit peu indépendant. La dernière fois qu'on a voté cette délibération, le projet n'était pas défini. Là, ça devient
un peu plus précis, puisqu'il est question de 1 ou 2 logements locatifs sociaux. Vous avez l'intention de faire des travaux ou, parce qu'actuellement c'est un logement. Oui, actuellement c'est un logement. Donc si on reste sur un logement, il n'y aura aucun travaux à faire. Il est parfaitement... alors, je vais modérer mes paroles. Il est parfaitement... on peut tout à fait le mettre sur le logement, sur le marché locatif à l'heure d'aujourd'hui, sans aucun problème. D'ailleurs, il était loué. Par contre, dès lors que l'on le met chez les bailleurs sociaux, ils ont tellement de normes à respecter que parfois ils sont obligés de faire des travaux, tout comme c'est le cas à la Barque, où je vous rappelle que nous avons préempté avec l'aide de l'EPFR 9 logements sociaux, enfin un immeuble de 9 logements sociaux, et ça fait 2 ans et demi que c'est en travaux, alors qu'ils étaient tous loués et qu'il n'y avait pas de souci. Donc c'est la raison pour laquelle je modère mes paroles. À l'heure d'aujourd'hui, si nous devons le louer à titre privé et via la commune, nous pouvons le louer en un seul logement sans aucun problème, sans faire de travaux. Alors, dans ce cas, peut-il être considéré comme étant un logement social? Eh bien non. Justement, c'est ce que je vous dis. Si c'est via la commune, ce ne sera pas un logement social. Par contre, si on le met dans les mains d'un bailleur social et qu'il doit faire des travaux pendant 2 ans et demi, voilà, il y a un moment, il faut être raisonnable et justement, donc on verra bien. Très honnêtement, pour l'instant, ce n'est pas défini. Je suis un tout petit peu surpris que vous disiez que ce n'est pas défini, puisque dans la délibération, il est écrit que nous allons créer 1 ou 2 logements locatifs sociaux à l'étage. Oui. Oui. Donc sous réserve, mais on va le faire. Comme elle était prise au départ à la première délibération. Ce que je vous dis, c'est qu'à partir du moment où on les met dans les mains des bailleurs sociaux, si les bailleurs sociaux ont autant de travaux à faire que ce qu'ils ont eu à faire chez Madame Osquian à la Barque, pardonnez-moi, ça fait 2 ans et demi qu'on attend et que les fuvelins attendent. Et je trouve que la dépense d'argent public, pour le coup, est absolument monstrueuse et je trouve ça lamentable. Donc effectivement, et nous vous en parlerons de manière très libre, si toutefois les bailleurs sociaux ont un montant de travaux à faire qui est exorbitant, je suis désolée, mais après il faut savoir raison garder. Et justement, comme le disait Monsieur Neuville tout à l'heure, ce n'est pas de notre compétence que de faire de la promotion immobilière. J'entends tout à fait ce que vous dites et ça fait tout à fait sens. Ma question est plus par rapport au côté un peu administratif. Là, on fait une délibération pour pouvoir aller demander des financements au département, dans laquelle on dit qu'on va faire 1 ou 2 logements sociaux. Est-ce qu'on ne devrait pas avant savoir si on va avoir des travaux à faire, avant d'aller faire la demande de subvention? Peut-être que la réponse du département ne sera pas la même si c'est pas un logement social, mais si c'est un logement pour la commune. Vous savez, les logements pour la commune, ils sont à un loyer très, très, très modéré de toute façon. Après, évidemment qu'on informera le département si notre décision devait changer. C'est simplement que je modérais mes propos lors de la question de Madame Flau. Hein, on va vite, mais... Ok, donc notre plan A, c'est d'en faire des logements sociaux. Absolument. S'il y avait toujours des difficultés... S'il y avait des difficultés ou des travaux exorbitants, enfin, il y a un moment donné... Et donc on changerait la délibération. Voilà. D'accord. J'ai une question. Le problème de la barque, c'est un problème de normes. De normes? Ouais. Parce que 2 ans et demi, il faut qu'on... Ça fait 2 ans et demi. Ouais. C'est absolument insupportable. Et c'est pas le... On a fait une subvention d'équilibre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait voté une subvention d'équilibre justement pour... Et c'est pas le bailleur qui est pas trop compétent? Non, il n'a pas pour habitude de ne pas l'être en tout cas. Voilà. Non, ça se passe très bien au niveau des travaux, mais c'est très 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 long. Voilà. Et c'est quand même vraiment dommage de devoir mettre, je crois que c'est presque 1 million d'euros de travaux, 970 000 euros pour 9 logements. Mais bon, la loi est ainsi faite. Si vous n'avez pas d'autres questions,
On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde s'abstient? Ou Madame Fla, vous votez pour? Ou Martine, elle... Moi, je vote pour. Tu votes pour aussi. Ok, merci beaucoup. Donc Eric, pour la 3.7, c'est l'autorisation donnée au maire d'engager, de liquider, de mandater les dépenses d'investissement pour le budget principal de la commune en 2024, s'il te plaît. Ça sera plus simple. Merci. Donc nous n'avons pas réussi à finir préparer dans les temps le ROB et le budget, donc on est toujours en train de travailler dessus, il est presque finalisé mais on n'avait pas le temps de le faire pour ce conseil municipal. Il vous sera présenté début 2024, donc en attendant pour permettre à la commune d'engager, de liquider, de mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non comprises aux dépenses à faire en remboursement de la dette, nous allons faire voter cette délibération. Cette disposition est particulièrement importante pour les opérations de travaux en cours en attendant le vote du budget primitif 2024. Donc, vu l'article L 1612.1 du Code général des collectivités territoriales, vu les crédits ouverts en investissement au budget principal de la commune 2023, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser Madame le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif de la commune 2024 à hauteur de 25% des crédits ouverts au budget 2023 hors RAR et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires. Oui, monsieur Solon. Oui. Alors, bien évidemment, sur la délibération, on va voter pour et permettre à la commune de fonctionner et de pouvoir travailler sur le premier trimestre. Deux petites questions, plutôt sur la forme et la stratégie. C'est vrai qu'on a plusieurs fois, nous, promu un budget qui serait en début d'année pour mieux bénéficier de l'arrêté comptable et avoir un budget supplémentaire moins important. Donc il y a pas mal de communes qui fonctionnent comme ça, qui attendent de faire leur budget en début d'année et d'avoir une meilleure vision sur l'arrêté. Est-ce que là, j'entends que c'est un peu contraint et forcé, mais est-ce que néanmoins vous allez essayer de tirer peut-être du positif de cette situation Ah non, parce que on ne tire pas du positif. Non, on n'a pas l'intention de changer. L'arrêté comptable dont vous parlez, monsieur Solon, on ne l'a pas avant avril. Donc ça voudrait dire de voter un budget au mois de mai. Et, enfin au 30 avril maximum, comme l'impose la loi. Et très honnêtement, non, ça ne changerait pas. Et on a toujours fonctionné comme cela à FUO, ça a toujours très bien marché. Et nous n'avons pas l'intention de changer. Et voilà, ce délai-là, il est juste... voilà. Il est juste pris par différentes variables que nous devons intégrer. On voulait vous présenter un budget le plus sincère possible. Et voilà, ne pas faire d'approximation que l'on ne maîtriserait pas. Et après aussi, c'est aussi un débat qu'on a souvent, mais ça pouvait être aussi l'opportunité peut-être de décorréler plus les deux exercices de débat d'orientation budgétaire et de budget. Le débat d'orientation budgétaire, on n'est pas obligé d'être, on ne fait pas de la comptabilité, on peut être plus sur des grands principes, présentation des grands projets, etc. Et ça aurait pu être l'occasion, même si vous n'aviez pas jusqu'au centime et tous les postes parfaitement faits, d'avoir un doc, voilà, plus dans cet esprit-là, peut-être où chaque adjoint présentait ses priorités, sa feuille de route jusqu'à la fin du mandat, les grandes actions à lancer, et puis réserver au budget lui-même, là, rentrer dans les chiffres à l'euro près. Ça pouvait être une vision un peu différente. On aurait pu, hein, mais là, les quelques points qui nous posent, enfin sur lesquels on a encore des questions qu'on a besoin de clarifier, c'est relativement significatif. Hein. On n'était pas dans le détail. Pour faire les grandes lignes, il faut quand même avoir un budget et connaître votre budget de fonctionnement pour pouvoir connaître quand même votre investissement. Donc, étant donné qu'on a la chance, parce que pour nous c'est une chance, après j'entends votre façon de fonctionner
Et voilà, mais en tout cas, nous, ça nous convient comme ça, et on a la chance d'avoir le budget supplémentaire derrière. Et c'est la raison pour laquelle on peut reporter certains investissements, donc que ce soit en janvier ou en mai ou juin, on peut les reporter. Donc non, on avait vraiment besoin de savoir où on allait, et en tout cas c'est comme ça que l'on fonctionne, on ne veut pas faire de l'à peu près. Si vous n'avez plus, oui, mais on peut savoir ce que vous attendez. Qu'est-ce que bien sûr. Alors c'est divers textes, notamment la loi de finances par rapport à l'augmentation des points d'indice des fonctionnaires, si je ne dis pas de bêtises, Laurent, c'est ça? C'est un point. Les bases fiscales. Après, c'était essentiellement l'école de la Barque. C'est ça, j'allais dire, après c'est notre projet sur l'école de la Barque, dans le but de, notamment l'école provisoire de la Barque et la reconstruction de l'école complète. Ce sont deux gros sujets qu'on veut mettre en place, pour lesquels il faut des informations pour l'année 2024. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Oui. Donc ensuite, on a la 4.2. 4.1 avec l'acquisition d'une parcelle BE48, quartier du centre-ville. Donc ça annule et remplace, c'est exactement celle de la... c'est l'immeuble dont on parlait tout à l'heure de l'école de conduite française. Voilà, donc ça rejoint la 3.6, juste un petit changement dans le montant de l'opération. Il faut ajouter au prix des 450 000 euros 20 000 euros de frais d'agence à la charge de la commune. Voilà. Après, j'ajouterai sur le débat qui a eu lieu tout à l'heure, qu'on garantit aussi une superficie commerciale ou artisanale, parce que dans le cadre d'une vente libre, l'école de conduite française pouvait aussi acheter le fonds, mais dans 5 ans, ils pouvaient en faire aussi de logements privés. Voilà, donc là on garantit quand même le maintien d'une activité en centre-ville. Hein. Donc voilà, donc je ne vous relis pas l'ensemble de la DELIB, mais voilà, donc aux 450 000 euros du vendeur s'ajoutent donc les frais d'agence qui se montent à 20 000 euros hors taxe, donc 24 000 euros. TTC, donc de la transformation de l'appartement en logements sociaux, et d'autoriser Madame la maire à solliciter des subventions et à signer l'acte authentique ainsi que tous les documents nécessaires pour l'acquisition du bien cité ci-dessus. Merci. La délibération de mars, elle faisait déjà référence à 470 000 euros. C'était le même montant, alors parce qu'il n'était pas précisé que c'était 450 plus 20, mais... C'était ça, c'est pas le montant qui est en plus, c'est parce que c'était pas précisé 450 plus 20. Voilà. Il faut la faire. Et pourquoi est-ce que l'on doit payer des frais d'agence? Parce que le mandat il a été monté comme ça. Par une agence. Voilà. À la charge de la Si vous n'avez pas d'autres questions, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La 4.2 concerne un échange de parcelles au quartier Les Planes. Voilà, il s'agit d'une parcelle qui est grévée par un emplacement réservé pour un futur bassin de rétention de protection du vallon de la Thèse. Donc je vous résume un petit peu l'histoire. C'est dans le cadre d'une succession. Hein. La famille qui a vendu et qui hérite, donc la famille de Suzanne, a passé un accord avec la famille Frecht, Nicole, pour récupérer ce bien-là. Donc il y avait un emplacement réservé au profit de la commune, et la famille qui récupère le bien a souhaité à ce qu'on fasse un échange de parcelles, enfin un échange de mètres carrés, puisque au sud de la parcelle qui faisait l'objet de l'héritage, il y a toujours d'ailleurs le chemin du Chasse de Gros Mathieu,
qui partagent une partie de cette parcelle-là. Donc on nous a demandé à ce que la limite communale ne soit plus au-delà du chemin du Gros-Mathio, mais délimitée par le chemin du Gros-Mathio. Donc le delta, en fait, c'était 1800 m² qu'on céderait à la famille et on récupérerait 2700 et quelques mètres carrés. Donc en fait, c'est un échange de terrain. Voilà. Est-ce que j'ai été assez clair là-dessus? La question, c'est pourquoi on n'achète pas? Parce qu'on en achète d'autres parcelles. Pourquoi? Là, il y a un échange. Voilà, c'est tout simplement parce que du coup, ça faisait peut-être un espace plus grand. Parce qu'en fait, ils n'en font rien, c'est la forêt, donc je veux dire, c'est... En fait, c'est ceux des propriétaires, on ne va pas leur dire que... Non, mais... non, je sais bien. Non, mais ça s'est pas présenté de leur dire... puisque, je veux dire, c'est public, on y va sur ces terrains. En règle générale, pour ces destinations-là, c'est-à-dire pour du pluvial ou de la voirie, bon, quand on fait une acquisition, c'est pour un euro symbolique. Hein, voilà. Mais là, en fait, la famille a souhaité à ce qu'on fasse cet échange pour être plus conforme aux limites, on va dire, réelles sur le terrain. Voilà. Donc on récupère, en fait, il n'y a pas d'échange d'argent, hein, voilà. Et nous, on récupère quand même l'espace suffisant pour réaliser ce fameux bassin de rétention. Ce qu'elle te dit, c'est qu'on ne pouvait pas le vendre. Non, elle ne voulait pas le vendre, elle voulait continuer. En fait, elle voulait revendre sa propriété en une seule et même parcelle, si tu veux. C'était son idée. Mais du coup, sans transition, enfin d'abord on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et sans transition, une acquisition de parcelles, quartier des Plaines. C'est pour ça que j'ai posé la question. Là on n'achète pas. Pardon. Après je ne connais pas l'histoire des fibelins. Là en fait il ne s'agit pas d'un emplacement réservé mais d'un achat à l'amiable. Donc les données c'est pas du tout les mêmes. Hein, donc c'est dans le cadre de l'aménagement sportif, effectivement depuis pas mal d'années des agrès et du mobilier a été installé sur une parcelle qui ne nous appartenait pas. Donc on a fait délimiter par un géomètre exactement, et pour question de responsabilité aussi, on a fait limiter exactement la parcelle qui était concernée, et donc là c'est un achat à l'amiable, c'est pas soumis sur un emplacement réservé, donc là on négocie avec le propriétaire, et donc il est proposé l'acquisition de la parcelle BP 22 pour partie et une superficie de 1817 m² au prix de 18 170 € net vendeur, ainsi que les frais d'acte sont à la charge de la commune, comme bien évidemment, et Madame le maire, on autorise Madame le maire à signer l'acte authentique avec tous les documents nécessaires. Attends Dominique, j'ai pris. Alors, juste pour ma culture générale, donc je ne savais pas qu'en fait c'était possible d'avoir des équipements publics ou installés sur un terrain particulier. Comment ça se passe dans ces cas-là? Voilà, normalement non, mais bon, les plans, comme il n'y avait pas de délimitation formelle et on va dire d'anciens, puisque tout était exploité, il n'y avait pas de clôture, donc ça avait été installé, des agrès ont été installés, mais il y a peut-être plus de 25 ans même. C'est au-dessus de la pole-track. Le ticket en bois, c'est ça. Et du coup, là, on a vérifié les autres. Tout à fait. Ouais, là, on cale comme il faut, voilà. Ok, merci. Moi, je voulais revenir sur le prix parce que la dernière fois, on a acheté à Puy-l'Huillier à 5 € du mètre carré. Et là, on est à 10,3 € du mètre carré. Donc, Madame Ferron est une meilleure négociatrice ou...
Non, c'est un principe de cohérence par rapport au terrain qu'on lui avait acheté à l'époque pour la réalisation du pump-track et les équipements qui sont aujourd'hui en place. Pump-track. Arrive le temps de bien imposer ça. Quelle est la question des bosses. C'est ça. Mais bon, c'est pas la langue de la République, mais pump-track, c'est pas la langue de la République. C'est rigolo, Voilà, c'est la seule explication, c'est qu'à l'époque, on avait acheté à ce prix-là. Donc c'était en cohérence. Quelle époque? Il y a quelques années, il y a 4-5 ans, pas plus. Oui, c'est le même prix que celui-là. C'est ça. Et donc c'est l'autre qui est un très mauvais négociateur, C'est le... Non, c'est pas une question de bon ou mauvais négociateur. Je crois que c'est une question de discussion de tarifs et voilà. En fait, cette mise en conformité, on va dire, elle date déjà depuis bien 3-4 ans, quand on s'est aperçu de ça. Donc ça a traîné, mais depuis ce moment-là, effectivement, 1800 mètres carrés, ils étaient à ce prix-là. Si vous n'avez pas d'autres questions, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La 5.1, donc c'est la participation communale à la réfection des chemins privés au chemin des Lagnes. Alors bon, c'est une délibération tout à fait récurrente, celle-là aussi. Donc ça vise la délibération du 26 janvier 2005 où les propriétaires privés riverains ont la possibilité de demander une subvention à hauteur plafonnée de 5 500 € et pour un montant de 30% du montant des travaux, à condition que l'ensemble des riverains du chemin, qui sont propriétaires de l'assiette foncière, bien sûr, aient donné leur accord. Donc là, on a un devis qui a été contrôlé par les services techniques, parce qu'il y a quand même des données techniques à vérifier, de 20 469,70 €. Et donc, il est proposé, donc, on a un linéaire concerné d'environ 530 mètres. Il y a 8 familles qui ont toutes donné leur accord. Donc, il est proposé de décider d'appliquer le plafond de 5 500 mètres carrés. Et de et de donner à Madame la maire d'autoriser ce versement. Oui. Je ne prendrai pas part au vote puisque j'habite dans cette charmante impasse. C'est noté, Martine. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, monsieur Paxson. Oui, juste, certains d'entre nous vont voter contre cette délibération comme on l'a déjà fait par le passé. Oui. Nous pensons que cette participation communale devrait servir à des revêtements plus qualitatifs. Plus qualitatifs pour des revêtements, ça veut dire perméables, qui permettraient une infiltration des eaux, plutôt que les ruissellements qui vont découler de ce type de travaux. On a 530 mètres linéaires, c'est beaucoup. Sur l'ensemble du mandat, ça représentera probablement quelques kilomètres linéaires qui auront été artificialisés et qui entraîneront des ruissellements, et c'est dommage. Donc la participation communale, pourquoi pas, mais pour du positif et pas pour de l'artificialisation de chemins privés. Ok. Il n'y a pas de souci. Après, il faut juste se demander combien de temps, quand il n'y a pas d'enrobé, combien de temps cela tient. Voilà. Voilà, surtout dans des chemins qui sont sinueux. Par contre, c'est vrai que quand les personnes viennent s'arrêter au service technique, on leur conseille quand même d'aller plutôt vers une imperméabilisation minimale. Bon, après, voilà, c'est peut-être plus cher aussi. Ça reste leur chemin. Et puis on y revient dessus, donc c'est ça qui est... Ils y reviennent plus. Donc en termes de développement durable, je suis pas sûre que vous y retrouviez. C'est peut-être plus cher, oui, mais justement la participation communale pourrait permettre de combler ce prix supplémentaire. Mais s'ils ne viennent pas, c'est que tous les riverains, et comme le disait
disait Martine, elle y habite, je pense que c'est la première à avoir proposé ce genre de revêtement. Tu ne diras rien, mais voilà. Donc il y a un moment, si les personnes ne le font pas, interrogez-vous aussi du pourquoi. Voilà. Ceci étant dit, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui ne participe pas au vote? Martine. J'ai la voix d'Annie, j'ai la procuration d'Annie qui vote pour. Ok. Alors ensuite, on a le 5.2. Une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage d'entretien et d'exploitation partielle du domaine public routier départemental. C'est une convention cadre pour les aménagements mineurs sur la commune. Et cela a mis en place la délibération du 27 juin 2022. Voilà, pour aller rapide sur ce sujet, la convention, bon, la base est la même, hein, c'est que le département, comme a dit Madame la maire, nous autorise à réaliser des aménagements sur le domaine routier départemental de tout autant qu'il soit compris dans l'enveloppe de l'agglomération. Par contre, il y a des données qui ont été ajoutées à cette convention. Par exemple, des plateaux traversants qui n'étaient pas autorisés, enfin qui n'étaient pas validés dans la première version. La fourniture repose sur un dispositif de retenue, par exemple les garde-corps glissières qui n'étaient pas non plus autorisés. La pose et la modification de tout élément relatif à la signalisation verticale de police et de signalisation horizontale et directionnelle. Et puis le dernier point, les travaux de réalisation de systèmes de vidéoprotection, qui n'étaient pas prévus non plus dans la première mouture de cette convention. Donc cette convention est établie pour une durée de 10 ans et si on rentre lorsqu'on propose des travaux et si on respecte tous ces points-là, les autorisations vont beaucoup plus vite, notamment pour l'enrôlement au niveau du conseil départemental et les votes des autorisations. Voilà. Donc il est proposé d'autoriser Madame la maire à signer la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, d'entretien et d'exploitation partielle du domaine public routier, convention de cadre pour la réalisation d'aménagements mineurs sur la commune de Fuot entre le département et la commune de Fuot, annexée à la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions? Si ce n'est pas le cas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe ensuite à la 6.1 avec Marie-Dominique Bagouze qui va nous proposer le recensement de la population 2024 avec le recrutement et la rémunération des agents recenseurs. Non, ça va marcher. Ça marche. Le recensement de la population sur la commune de Fulbeau sera organisé cette année du 18 janvier 2024 au 24 février 2024. Nous procédons à un recensement partiel tous les ans. Cette année, nous aurons un échantillon de 357 logements à recenser. Pour la campagne de recensement, l'INSEE préconise le recrutement d'un agent recenseur pour 250 logements enquêtés. Donc nous proposons de constituer une équipe de 2 agents recenseurs. Leur rémunération se composera d'une partie forfaitaire et d'une partie liée aux documents déposés et recueillis dûment complétés. Ce forfait inclut les frais de déplacement, les séances de formation obligatoires dispensées par l'INSEE ainsi que les tournées de reconnaissance des adresses en amont de la collecte. Donc pour 2024, il est proposé les tarifs suivants. Partie forfaitaire, tournée de formation, déplacement, tournée de reconnaissance 600 €.
partie forfaitaire zone non urbaine, dont formation par une demi-journée de 32 € inclus, 750 €. Feuille de logement par feuille de logement déposée recueillie, 1,20 €. Feuille individuelle par habitant déposé recueillie, 1 €. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante de procéder à la création de 2 postes d'agents recenseurs pour la période de la campagne de recensement 2024, de fixer leur rémunération selon le barème ci-dessus, de verser à chaque agent recenseur les indemnités correspondant à leur tâche. Et ces barèmes, ils sont nationaux? Non. Non, c'est des barèmes qui sont en moyenne sur le département, qui sont calculés en moyenne du département. C'est pas du tout. D'accord, c'est pas quelque chose qui est homogénéisé. Non, parce que ça dépend du nombre de recensements et du site aussi. Hein, voilà. C'est la collectivité qui propose. Oui. Oui, mais ils font tous le même travail. C'est Ouais, curieux qu'il y en ait à certains endroits, ils gagnent plus qu'à d'autres. C'est ça. C'est vraiment bizarre. Alors ils te portent ça sur la libre administration. Ouais. Quand ils mettent pas de cadre, ils te disent que c'est la libre administration. Des communes. Donc c'est très bien. Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, et pour l'ultime délibération du jour, c'est Johan avec la modification du règlement intérieur de l'accueil de loisirs. Ado. Bonsoir. Il s'agit donc d'approuver cette modification du règlement intérieur de l'accueil de loisirs ado, extrascolaire ado. Vous avez les détails de l'ensemble des articles qui ont été modifiés. On va se focaliser essentiellement sur 2 d'entre eux. Le premier, c'est l'article 2, tarification, réservation horaire. Vous voyez qu'il y a une petite modification, en tout cas une petite précision, parce que c'est quelque chose que nous faisions et qui n'était pas entré dans le règlement. C'est pour les enfants, les familles qui ont des enfants handicapés à charge. Donc il y a cette précision là qui est faite dans le règlement et c'est très bien. Et l'autre point qui est une nouveauté, c'est l'article 7 concernant la récupération des adolescents par un parent avant la fin d'un séjour ou avant la fin d'une activité, que ce soit pour maladie, pour blessure ou pour mauvais comportement, parce que ça arrive aussi. L'idée étant que la famille vienne le récupérer dans les plus brefs délais et non pas quand le séjour se termine, parce que du coup, comme on n'a pas les animateurs en nombre suffisant, ça signifie dans ces cas-là qu'un animateur est entièrement dévolu pour un seul adolescent, et donc ça pose souci pour l'animation du reste du groupe. Sinon, le reste, ce sont des modifications qui sont à la marge, des modifications de mots ou de date. J'imagine que vous en avez pris connaissance. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le règlement intérieur de l'accueil de loisirs extrascolaires ado, ainsi modifié, annexé à la présente délibération, qui sera applicable à compter du 1er janvier 2024, et donc d'autoriser Madame le maire à le signer, si vous avez des questions. Je voulais savoir qui était dans le comité technique enfance jeunesse. Comité technique enfance jeunesse n'a pas changé. Il y a des parents d'élèves représentant les différentes écoles de la commune, le service enfance jeunesse et l'élu au service. Donc c'est un parent par école. Après ils sont membres. Est-ce que vous avez d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors je vous propose de répondre aux questions orales. En fait, je devais répondre au dernier conseil municipal. Donc les 3 questions orales pour la séance du 27 novembre concernaient la première sur l'ABS. Donc je vous écoute.
Lors du conseil municipal du 26 juin, nous vous avions interrogé sur les orientations que vous souhaitiez prendre en matière d'action sociale pour la commune. Le rapport final de l'analyse des besoins sociaux venait d'être rendu puis évoqué en réunion de CCAS et auprès du conseil municipal. Depuis le mois de juin, vous vous êtes certainement penché sur les préconisations et pistes d'orientation que le groupe d'experts a formulées. Il serait intéressant par ailleurs d'en connaître la composition, quels élus et techniciens du CCAS, quelles institutions partenaires et quelles associations locales. Conjointement, la Convention territoriale globale de services aux familles avec la CAF et les communes environnantes avait pour objectif de définir les orientations en matière de services pour tous, d'adaptation de l'offre aux évolutions de la population, de coordination des acteurs de territoire. Des propositions de l'ABS vont dans ce sens, avec par exemple l'adaptation des logements au vieillissement de la population, le soutien à des initiatives en matière d'économie solidaire, la mise en relation des associations. Il est bien entendu que des priorités à plus ou moins long terme sont à établir afin de répondre aux besoins évolutifs de la population fuvelaine. Ces préconisations demandent à se concrétiser et à devenir des ambitions. Pour cela, pensez-vous constituer un groupe de travail afin d'interpréter les préconisations de l'ABS dans un premier temps, d'émettre des priorités et de lancer des pistes de travail? Merci. Alors, donc l'analyse des besoins sociaux a été confiée à un cabinet indépendant, le Collège coopératif Méditerranée. Cette analyse s'est déroulée sur de nombreux mois. Ces résultats ont été présentés en premier lieu devant le CCAS, puis devant notre Assemblée. Vous savez que tous les ateliers ont été participatifs, puisqu'il y avait plusieurs membres d'associations et sociétés civiles qui étaient conviés et qui sont venus. Un certain nombre de pistes de travail et de préconisations ont été suggérées dans lesquelles les élus du CCAS ont travaillé en 2024. Mais d'ores et déjà, et sans attendre l'ABS, nos élus, au contact de la population et auprès de ses besoins, avaient engagé un certain nombre d'initiatives et démarches que je souhaite vous rappeler. Pour exemple, la commune a postulé dès septembre 2020 auprès des services de l'État pour être labellisée France Service. Cette labellisation devait intervenir en début d'année. Elle va permettre à tous les Fuvelins, jeunes et moins jeunes, de bénéficier d'un service de proximité où 2 agents formés seront en capacité d'effectuer des démarches et d'épauler les Fuvelins à les faire auprès de plus d'une dizaine d'entreprises publiques ou services publics. Ce nouveau service organisera aussi des ateliers facilitant l'accès au numérique. Autre exemple, la commune a candidaté et obtenu du département une maison du bel âge dont les travaux démarreront, comme vous le savez, sur le terrain le 8 janvier 2024. À travers cet outil, la commune entend lutter contre l'isolement et souhaite proposer le soutien nécessaire à toute une partie de la population en manque de lien social. Ce service sera complémentaire aux activités du CCAS. Enfin, et nous allons comme action prioritaire à engager pour 2024, formaliser à travers l'organisation de rencontres les relations déjà existantes et le partenariat déjà établi avec les associations caritatives locales, les professionnels de santé de notre territoire et les services sociaux pour anticiper sur les besoins et difficultés de certaines familles et organiser et réorganiser ainsi une veille sociale. D'autres actions évidemment seront travaillées et le groupe de travail dont vous parlez, c'est le groupe de travail du CCAS. Voilà pour ma réponse, pour notre réponse. Ça vous convient pas, Madame Flau? Comment? Ça ne vous convient pas? Je trouve que ça manque de précision. Si Annie a posé cette question alors qu'elle est dans toutes les réunions du CCAS, c'est qu'elle n'a pas de réponse. Pas toutes, mais et en particulier, il y a un certain nombre de groupes de travail auxquels elle n'était pas conviée et dont on n'a pas pu savoir qui était faux, Madame Flau. Qui était présent. C'est faux, Madame Flau. On a posé, écoutez, vous pouvez dire que c'est faux, mais oui, moi j'étais à la réunion. C'est faux. J'étais à la réunion de présentation de l'ABS avec le bureau d'études et on a posé la question de savoir qui était présent et il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Voilà, il a dit je sais pas, j'ai pas mes papiers. Enfin bon. Écoutez, nous vous prouverons, Madame Flau, que ce que vous dites est faux.
Madame Dier a été conviée à toutes les réunions. Absolument. Donc nous vous prouverons que c'est faux. Eh bien écoutez, dans ce Et cas-là... alors, c'est qu'elle n'a pas dû comprendre alors. Elle est menteuse alors. Absolument pas, madame. Je ne me permettrai pas, madame Flao, de tenir des propos pareils. Par contre, ce que vous dites n'est pas juste. Quand je dis que c'est faux, je ne dis pas que vous mentez, je vous dis que ce que vous dites n'est pas juste. Ah, c'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. Vous dites que Annie est une menteuse. Absolument pas, je n'ai jamais dit ça, madame Flao, mais ça va pas, non? De me faire tenir des propos pareils, vous êtes... Elle est invitée à toutes les réunions. Oui, madame Flao. Elle était invitée dans un type de groupe de travail. Ben donc je suis une menteuse, alors, madame Flao. Mais... Là, c'est exactement la même chose. Bon, on va pas parler d'elle, elle n'est pas là. Mais c'est ça. Mais vous me dites que je traite Annie de menteuse. Si vous me dites que ce que je dis est faux, c'est que vous me traitez de menteuse. Donc c'est tellement simple de répondre à la question qui était dans les groupes de travail. Je veux dire, il y a sûrement eu des comptes rendus de ces. Mais on vous donnera les groupes de travail, madame. Il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on demande. Qui était présent? C'est tout. On n'arrive pas à savoir quelles étaient les institutions, quelles étaient les personnes. Il n'y avait rien d'autre comme question là-dedans. Alors, donnez-moi la question, parce que moi la question c'est pour cela, pensez-vous constituer un groupe de travail? Bon, ça c'est pour la suite. Non mais, et là où vous me demandez, depuis le mois de juin, vous êtes certainement penché sur... intéressant par ailleurs d'en connaître la composition. Quels élus et techniciens du CCAS, quelles institutions partenaires, c'est tout. Savoir juste qui a participé. Tous les élus du CCAS, les techniciens du CCAS, et des associations en fonction du thème, madame. Lesquelles, voilà, c'est des associations. On vous donnera tout ça, madame Flao, il n'y a pas de souci. Oui, mais c'était juste ça la question. Ah non, il y en avait d'autres quand même. Après, il y a le futur. Il y avait d'autres questions quand même, c'était la première. Là, il y a le futur, vous y avez répondu partiellement. Après, par rapport à 2000. Oui, je suis vraiment pas bonne. Non, mais c'est-à-dire, vous avez dit que ça serait discuté au sein du CCAS. Ben oui, madame, l'analyse des besoins sociaux, c'est le CCAS qui en a la charge. Mais ça, tout à fait. Et voilà, ça serait bien que ce soit discuté. Le problème qu'on nous remonte, parce que moi, j'y étais pas, donc c'est qu'il n'a pas pu en être question à la dernière réunion du CCAS. Mais parce que c'était la présentation du d'Europe. C'est peut-être à la prochaine. C'était l'Europe au dernier CCAS, madame Flao. Écoutez, tant mieux, hein. S'il y a pas des questions qui sont prises, ça sera parfait. Pardon, monsieur Salmon? Justement, la discussion d'Europe, c'est idéal pour parler des futurs projets. Après, c'est une commission extra-municipale, tout le monde a la possibilité de s'exprimer. Moi, j'y suis plus, mais j'y étais, donc c'est une instance qui est totalement libre. Et si Madame Dier souhaite aborder certains points, elle a totalement la liberté de demander à aborder certains points. Enfin, je ne pense pas que ça ait changé depuis... Non, ça n'a pas changé, il y a en plus même une question diverse à la fin, si quelqu'un... C'est assez... Elle a posé des questions. Non, tout est noté en fait, c'est comme un... Il y a qu'elle s'exprime au niveau du... Moi, je propose de ça, lorsque Annie sera là, parce que là... Parce que même Martine, elle y était, elle savait très bien que c'était très libre et on abordait... Non, mais on parle d'Annie, elle n'est pas là, moi je ne peux pas lui faire un procès. Oui, je suis d'accord. Vous avez l'air de dire qu'elle ne participe pas au CCAS, qu'elle ne pose aucune question, qu'elle ne dit rien. On n'a absolument pas dit ça, madame Flao, ne déformez pas nos propos. Je n'ai pas dit ça, non. C'est une instance libre. Attendons que la personne concernée soit là. Aborder tous les sujets, donc c'est pas super. On ne voit pas pourquoi on parle de ça alors qu'elle n'est pas là. Moi, il n'y a pas de souci, je répondais à votre question, madame Flao. Mais on attendra madame Dier. Alors, est-ce que vous voulez poser la deuxième question? Espérons que j'aurai une meilleure note. À partir du 1er janvier 2024, tous les Français devront pouvoir trier leurs déchets organiques à la source. Cela signifie que les collectivités territoriales seront dans l'obligation de mettre à disposition des citoyens des solutions de compostage, la loi AGEC. Cette étape est importante pour le tri des déchets car d'après l'ADEME, les biodéchets représentent encore un tiers des poubelles d'ordures ménagères résiduelles
majoritairement incinérés ou classés en décharge, ce qui participe à l'empreinte carbone de la France. En effet, l'incinération libère des gaz à effet de serre, contribue au réchauffement climatique et en décharge, les biodéchets fermentent et émettent du méthane, un gaz 25 fois plus dangereux que le dioxyde de carbone. Or, ces déchets peuvent avoir une seconde vie grâce au compostage ou à la méthanisation. Le rapport 2021 de la métropole indique qu'elle est compétente dans le domaine de la protection et mise en valeur de l'environnement, et notamment pour la gestion des déchets ménagers assimilés. Mais par délibération du 17 décembre 2022, le Conseil de métropole a délégué au Conseil de territoire l'exercice des compétences dans ce domaine. Je passe. Notre première question est la suivante. Comment cette compétence est-elle donc gérée opérationnellement à ce jour? Deuxième question concerne l'obligation du 1er janvier 2024. Si cela relève de la compétence métropolitaine, celle-ci ne peut pas se passer de l'expertise territoriale des communes. Ainsi, quelles sont vos réflexions sur le sujet? Allez-vous lancer une campagne d'information permettant aux citoyens de comprendre leurs nouvelles obligations et les meilleurs moyens de gérer la collecte des biodéchets? Allez-vous participer à l'équipement des citoyens? Quel bilan tirez-vous des expériences de collecte sélective collective des biodéchets? Allez-vous insister pour son déploiement sur la commune? Avez-vous connaissance des besoins en compost des agriculteurs fuvelins? Seriez-vous prêt à mettre en place une forme de service public de compostage prise en charge par un maître composteur? Il pourrait communiquer oralement et de façon pédagogique avec les administrés ayant des difficultés à réussir leur compost, leur transmettre connaissances et solutions liées à la prévention et la gestion de proximité des déchets, animer des démonstrations et travaux pratiques pour différents publics. Alors, pour répondre à votre première question, comment cette compétence est-elle gérée opérationnellement à ce jour? C'est donc, comme vous le disiez dans votre introduction, la métropole qui a cette compétence. Donc elle est gérée par la métropole à l'heure d'aujourd'hui, cette compétence. Mais bien évidemment que nous travaillons ensemble et que nous avons régulièrement des échanges pour que ça se passe le mieux possible. Concernant cette obligation du 1er janvier 2024, il est nécessaire pour la métropole de mettre les choses en place et une campagne de communication a d'ores et déjà été lancée par la métropole. Je ne pense pas qu'elle vous soit passée au travers. En tout cas, vous avez le lien sur le site de la métropole. Nous allons évidemment le diffuser de façon plus ciblée, notamment auprès des CIQ, des associations intéressées, et la mettre en accès libre sur notre site internet. Pour votre information, la métropole participe déjà à l'équipement de tous les citoyens. Sachez que sur FUVO, près de 1362 composteurs individuels et 89 lombricomposteurs ont été distribués. Mais c'est également 2 composteurs collectifs et bientôt un 3e qui sont sur FUVO, et je crois que c'est une particularité fuvelaine. Bien évidemment que pour les composteurs, les fuvelins ont toujours la possibilité d'en demander sur le site de la métropole, donc ça fera partie de notre communication. Nous avons aussi été pilotes dans la mise en place donc, de ces composteurs collectifs, donc rue du Nord et rue du Soleil, qui sont gérés par des collectifs de riverains. Sachez que notre collectivité la priorité de notre collectivité va à la gestion des biodéchets dans nos cantines et dans nos crèches municipales, avec la mise en place de composteurs, et que nous prioriserons la formation de nos agents et la bonne utilisation de ces nouveaux dispositifs par nos services. Quant au bilan que nous tirons des expériences de collecte collective des biodéchets, ça se passe très bien, et bien évidemment que nous souhaiterions le déployer, mais la métropole nous a fait savoir qu'elle arrêtait la distribution de composteurs collectifs. Par contre, étant donné qu'il y en avait un qui était en projet sur le cimetière, nous allons proposer aux collectifs qui souhaitaient le gérer de le faire acheter par la commune. Afin d'y répondre, je n'ai absolument pas connaissance des besoins en compost des agriculteurs fuvelins. On vous répond non. Serions-nous prêts à mettre en face une forme de service public? Alors je sais ce que c'est une forme de service public.
voulez qu'on embauche quelqu'un, c'est ça? D'accord. Donc quand c'est pas notre compétence, nous n'avons juste pas le droit d'embaucher une personne sur une compétence qui n'est pas la nôtre, donc c'est à la métropole de le faire. Par contre, et pour animer et accompagner surtout cette nouvelle obligation, il est nécessaire d'accompagner les FUVELINs, et nous envisageons des réunions d'information, des matinées de formation ou de conférences sur cette thématique pour accompagner les familles à ce changement. Voilà. Je vous écoute pour la Bastille Vitalis. Question un peu plus courte. La brasserie Levoy est installée au rez-de-chaussée de la Bastille depuis le mois de juin dernier. Où en sont les projets des étages supérieurs évoqués jusque-là, espace de coworking, salle pour les associations? Merci. Alors écoutez, je pense qu'on a répondu pendant le conseil, mais pour vous confirmer que le premier et le deuxième étage de la Bastille Vitalis vont être ouverts dès le mois de janvier 2024 et mis à disposition des associations, services municipaux et professionnels selon des modalités qui vous seront prochainement présentées. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et de d'excellentes fêtes en famille. Bonne fête.